Quel est votre invité aujourd'hui, Jeff Wittenberg? Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Matthias Fekl, qui est entre autres secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et du tourisme, ce qui nous intéresse ce matin. Et en effet, bonjour Matthias Fekl. Bonjour. L'attentat de Berlin va-t-il porter un coup inévitable à l'activité touristique en ces fêtes de Noël? Comment ne pas céder à la crainte d'un attentat lorsqu'on arpente les allées des marchés de Noël en particulier? D'abord, je veux redire une nouvelle fois toute notre compassion au peuple allemand, à Berlin, cette ville frappée au cœur, parce que c'est un des cœurs de la ville qui a été attaqué, une ville amie d'un grand qui pays vous concerne partenaire. Personnellement, vous êtes franco-allemand. C'est la ville où j'ai grandi. Vous êtes né en Allemagne. C'est un endroit que je connais particulièrement bien parce que c'est un lieu de fête, un lieu de vie. C'est un lieu où on va se promener, où on va acheter des choses, où on va au cinéma. Bref, c'est vraiment un des poumons et un des cœurs de la capitale allemande qui ont été frappés. Vous avez gardé beaucoup de liens là-bas, justement. Quel est l'état d'esprit qui règne aujourd'hui à Berlin? J'imagine d'abord l'angoisse que le ou les auteurs de cet attentat courent toujours. Oui, d'abord une sidération, parce que c'est le premier attentat de cette nature-là. Il y avait eu déjà un certain nombre de problèmes, notamment au supermarché, mais c'est la première fois que, de manière comparable à Paris, le peuple allemand est frappé probablement par le terrorisme islamiste. En tout cas, c'est ce qui est indiqué. Nous verrons ce que donne l'enquête. Donc il y a cette sidération et puis une volonté d'aller de l'avant. Les réactions sont très dignes de la douleur, une immense tristesse et en même temps l'envie de rester un pays ouvert, une société libre, et c'est une réaction que nous avons connue ici aussi. Mathias, c'est un pays ouvert, vraiment. Vous voyez que la politique d'Angela Merkel est critiquée beaucoup dans son pays, la politique d'accueil des migrants, avant même cet attentat terroriste. Est-ce que cela peut rester en l'état? Il y a eu surtout très vite une récupération absolument indécente après une attaque comme ça, aller directement sur des considérations, alors qu'on sait que le terrorisme frappe aussi des pays musulmans. On sait très bien qu'en Tunisie, par exemple, il y a des attentats qui ont mis à bas l'économie touristique du pays et qui ont heurté, frappé, tué des citoyens de confession musulmane. Donc c'est un défi pour le monde entier et en même temps l'Allemagne s'honore, comme l'Europe, de vouloir avoir une politique d'accueil pour ceux qui fuient précisément la barbarie islamiste, la barbarie de Daesh et de l'État islamique. L'ambassadeur d'Allemagne en France disait néanmoins hier que s'il s'avérait que le coupable de cet attentat était un réfugié ou un demandeur d'asile, eh bien ce serait révoltant. Vous partagez cet avis? Évidemment, mais c'est de toute façon révoltant. On ne peut être que révolté face à ce type d'attentat. Et après, il faut agir. Et c'est ce que font nos forces de l'ordre en France, en Allemagne. Elles le font d'ailleurs ensemble. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, le rappelait hier, avec un engagement total contre le terrorisme et contre la barbarie. Alors revenons donc à la question du départ. Comment, en France, ne pas céder à la psychose à quelques jours de Noël, et alors que des milliers, des millions de gens veulent aller dans la rue, continuer à faire leurs achats? Est-ce que ce n'est pas tout simplement devenu très difficile de le faire de façon tranquille? La menace est très élevée et toutes les autorités de l'État n'ont eu de cesse de le dire. Donc personne ne va vous dire aujourd'hui le contraire. Mais comment rassurer alors? Mais en agissant et en prenant les bonnes décisions. Et nous avons, dès le début du mois de novembre, tenu un comité interministériel sur le tourisme sous l'autorité du Premier ministre qui a été très largement consacré à la question de la sécurisation des sites touristiques pour les touristes étrangers, pour les touristes français, pour les citoyens français qui se rendent, par exemple, dans les marchés de Noël. On ne peut pas mettre des murs de béton partout. Il y a un renforcement. Non, évidemment. Et sinon, ce serait la fin de la société libre telle que nous la connaissons. Mais il y a eu un renforcement très important des mesures de sécurité qui ont été décidées dès le mois de novembre, avec une circulaire à la fin du mois de novembre qui fixe les choses là-dessus, avec sur les derniers jours de l'année un renforcement très conséquent de la présence policière. On passe de 7000 à 8500 forces de l'ordre déployées pour sécuriser ces événements-là dans les derniers jours de 2016. Et donc c'est ces décisions-là qui sont prises. En novembre, nous avons décidé de 15 millions d'euros supplémentaires rien que sur la sécurisation du tourisme et des lieux touristiques particulièrement fréquentés. Mathias Fekl, les attentats du 13 novembre 2015 et celui du 14 juillet à Nice avaient considérablement fait chuter les chiffres du tourisme, les réservations d'hôtels notamment. Qu'en est-il en cette fin d'année?
Est-ce que la courbe s'est redressée en quelque sorte? Quels sont les chiffres dont vous disposez? On sait que l'année 2016 sera une mauvaise année et tous les professionnels avec lesquels j'échange régulièrement vous le disent. Donc il y a eu d'abord un effet massif après les attentats, 7% de baisse environ d'après les chiffres qu'on a maintenant, nous verrons à la fin de l'année, mais il y a aussi des éléments qui prouvent que ça repart. Par exemple, il y a un indicateur très intéressant, c'est l'arrivée par voie aérienne de touristes étrangers sur notre sol. Il y avait une chute de 16% au mois d'août, donc immédiatement après Nice, et particulièrement concentrée sur Provence, Alpes-Côte d'Azur et la région capitale. Au mois de novembre, on a une hausse légère, mais de plus de 1% de ces arrivées-là. Donc ça prouve que les touristes ont envie de continuer à venir visiter notre pays, qui reste la première destination touristique mondiale, mais avec une situation très dure, on le sait. La première destination touristique mondiale qui est en état d'urgence, est-ce que ce n'est pas dissuasif pour les touristes? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression de débarquer dans un pays quasiment en état de guerre lorsque l'état d'urgence est maintenu? Faut-il changer peut-être le terme? Quelle est votre proposition sur ce point? Il faut d'abord être totalement mobilisé sur la sécurité. Et là-dessus, la réalité compte plus que les mots. Mais ce qui est vrai, et on me le dit souvent dans les déplacements à l'étranger, quand on fait la promotion de la destination France, c'est que l'état d'urgence, certains disent, c'est l'état de siège ou l'état de guerre. Donc nous sommes mobilisés avec toutes nos ambassades dans le monde entier pour relayer, expliquer ce que signifie l'état d'urgence, c'est-à-dire une sécurité extrêmement renforcée, on le disait notamment sur les lieux touristiques, mais en même temps, nous sommes dans un pays où on peut continuer à vivre, à sortir, à faire des expériences touristiques absolument extraordinaires. Et moi-même, dans mes déplacements, les membres du gouvernement, tous nos ambassadeurs dans le monde entier relaient cela auprès des autorités, des professionnels du tourisme et donc des touristes. Mais les professionnels, les hôteliers, à Paris notamment, vous demandent peut-être de changer ce terme, puisque vous parliez des avions, mais on sait très bien que les réservations d'hôtels, notamment dans l'hôtellerie de luxe à Paris, ont perdu parfois de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Il peut y avoir une réflexion là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas sûr que changer les mots sans changer le contenu, ça règle le problème. Donc d'où l'importance de dire la réalité de l'état de notre pays, c'est-à-dire un pays totalement mobilisé sur la sécurité et en même temps un pays où il fait bon vivre et les touristes le savent bien. Encore une fois, si nous sommes la première destination touristique au monde, c'est quand même pas par hasard. Donc optimiste. Mais mobilisé surtout et avec des professionnels magnifiques qui partout sur le terrain font un travail merveilleux. Dernier mot de politique, Monsieur Fekel, vous êtes aussi à l'origine d'un mouvement que vous avez lancé à l'intérieur du Parti Socialiste, je le précise, qui s'appelle... pas seulement, il y a beaucoup de gens mais vous n'avez pas quitté le Parti Socialiste, vous êtes toujours... non, certainement pas. Mais vous savez, c'est pas dans les jours difficiles qu'il faut quitter le navire. Alors, ce mouvement s'appelle Movida, en référence, j'imagine, au mouvement qui avait libéré la société espagnole dans les années 80. Pourquoi vous n'avez pas choisi, vous, de candidat à la primaire? Pourquoi vous ne vous rangez pas derrière Manuel Valls, comme beaucoup de vos collègues? C'est le mouvement pour la vie des idées et des alternatives. Et nous avons publié avec de très nombreuses personnalités, des gens qui s'impliquent, des jeunes, bref, profils très divers. Le 1er décembre, une tribune indiquant nous soutenons, nous parrainons les idées. Et ce que nous souhaitons faire dans cette... Non, mais il y a des choses très précises. Par des hommes ou des femmes. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que dans Movida, vous avez des gens qui font des choix extrêmement différents. Mais nous serons présents dans cette campagne des primaires en contribuant au débat d'idées. C'est une primaire très importante. Elle doit être réussie. Et vraiment, le peuple de gauche a droit à une primaire réussie qui ensuite lancera la dynamique pour les présidentielles. On entend que vous n'avez pas encore de favoris. Peut-être vous le direz plus tard. Merci beaucoup, Matthias Fekel. C'est à vous. Thierry, très bonne journée.